Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Niamey avec Maurice Ascani. Alors on est dans un endroit très sympa, on est à côté de la ville mais on a plutôt l'impression d'être à la campagne avec le bruit des oiseaux, les chiens, les oies et les pintades. Bonjour Maurice. Bonjour Julien Gérard. Je suis content de faire ta connaissance, ça fait longtemps que mon amie Karine me parle de toi et de ton travail. Donc je vais faire un petit peu ta présentation et puis tu me diras si j'ai oublié des trucs, mais en 40 ans de carrière je pense que je vais pas tout dire et que je vais en oublier pas mal. Donc tu entres à 13 ans sous contrat d'apprentissage chez un photographe à Nice. À 18 ans tu réalises une traversée du Sahara et le destin te stoppe au Niger, où tu rencontres Louis-Henri Mourant, premier pharmacien du Niger, sosie de John Wayne, qui a découvert le massif de l'Aïr et du Ténéré. Alors le pharmacien, pas John Wayne, on est d'accord. En 2003, tu crées l'association SOS Faune du Niger. De par ton action artistique et écologique, tu tentes de sensibiliser la communauté internationale à la sauvegarde de ce patrimoine unique. Depuis plus de 40 ans, tu parcours et tu valorises le patrimoine du Niger, notamment avec ton livre de photographie aérienne de la ville de Niamey intitulé Niamey à 360 degrés, réalisé en 2015 pour Sogea Satom. Tu as également édité un autre livre, Majestueux Niger, un bel ouvrage de 176 pages avec plus de 300 photographies. Ton dernier ouvrage, c'est au Sénégal, Majestueuse Casamance. Est-ce que j'ai tout bon ? J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Tu m'as fait un petit signe. Juste une petite remarque. D'abord, le pharmacien s'appelait Louis-Henri Mourant, M-O-U-R-E-N. Le livre Niamey à 360 degrés dont tu parles, je ne l'ai pas fait pour la Satom. Je l'ai fait à mon compte personnel avec la collaboration de l'armée de l'air du Niger, de la base aérienne 101. Et par contre, j'ai fait un autre livre qui a été spécifiquement pour la société Sogea Satom, qui était les 60 ans de la présence de Sogea Satom à Niamey. D'accord. Pour le reste, tout est OK. Ok. Donc tu arrives au Niger dans ta jeunesse et tu décides d'y rester 40 ans. Qu'est-ce qui t'a fait rester au Niger ? Comment ça a commencé tout ça ? Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2022. Je suis dans ma 54e année au Niger. Ah oui, quand tu me disais que ton site sur lequel je me suis inspiré pour ta biographie n'était pas à jour, il manque 15 ans en fait. Oui, si tu veux, y a des gens qui arrivent à se démultiplier dans une journée de 24 heures. Moi, j'y arrivais à une époque, maintenant c'est un peu plus compliqué. Et ma volonté aujourd'hui serait de vivre sans montre. Et tu y arrives ? C'est un peu plus simple en Afrique quand même qu'en Europe. Parfois. Bon, ici, comme on dit, comme les Africains disent, les Français, enfin les Européens ont la montre, nous on a le temps. On revient sur ton arrivée au Niger. Je t'envie beaucoup parce que moi l'Afrique c'est une passion, j'ai ça dans la peau, mais je l'ai découvert un petit peu trop tard à mon goût. Il y a quand même pas mal d'endroits qui sont compliqués d'accès de nos jours. Raconte-moi un peu ton arrivée au Niger. Il y a 54 ans. C'est très simple parce que j'étais jeune reporter photographe en France. Je travaillais pour l'agence United Press International, UPI. Et puis j'étais installé à Nice chez mon maître photographe qui m'avait appris la photographie, chez qui j'ai passé mon CAP, chez qui par la suite j'ai fait mon brevet de compagnonnage. Puis par la suite l'école de la photographie Paris-Vaugirard. Et j'ai eu à m'occuper, jeune photographe, très jeune, j'ai eu à m'occuper de sujets de photographie très sensibles. Et à un moment donné, j'ai eu envie de prendre l'air. Donc c'était les années hippies, c'était Katmandou, les chemises à fleurs, les cheveux longs. On vivait d'amour et d'eau fraîche. Et donc, avec deux copains, on avait décidé de partir en combi Volkswagen à Katmandou. Et mon père me dit, mais
qu'est-ce que tu vas aller foutre à Katmandou? Qu'est-ce que tu vas faire à Katmandou? Mais va en Afrique, va découvrir le Sahara, va découvrir les Touaregs, va découvrir les Africains, etc. Ça sera beaucoup plus passionnant pour toi. Et en étudiant, à ce moment-là, je me suis branché sur le continent africain, et en étudiant le continent africain, j'ai vu qu'il y avait un tout nouveau pays qui venait d'être créé, issu de la vieille colonie de la couronne britannique, les anciennes Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, qui s'étaient transformées avec un État qui venait d'être nommé le Malawi. Donc, compte tenu de mes relations à Paris avec des journalistes, mon agence, d'autres copains photographes, etc., je me suis vraiment branché sur le Malawi, dont personne, aucune carte dans les années 68-69, aucune carte ne parlait de ce pays. Et donc, avec mes deux copains, au lieu d'aller à Katmandou, on a décidé de partir au Malawi. Et le sort a fait que traversée du Sahara, panne de moteur, enfin beaucoup d'anecdotes. On s'est arrêté au Niger et j'ai été reçu au Niger et c'est là que j'ai rencontré Louis-Henri Mourin, le premier pharmacien de Niamey, qui avait sa pharmacie, qui était la première pharmacie au Niger, qu'il avait créée en 1954. Et il avait un atelier de photographie avec un magasin d'optique. Voilà, et j'ai commencé à travailler avec lui jusqu'à ce qu'à un moment donné, le président Diori lui ayant demandé de s'occuper de valoriser le tourisme au Niger, passionné de brousse, passionné de désert, il avait décidé d'aller installer un campement touristique au cœur du massif de l'Aïr, à Iférouane, qui est un village à l'époque de moins de 100 habitants qui est situé toujours aujourd'hui à 650 mètres d'altitude au pied des montagnes Mgak. Ok. Donc tu restes au Niger. Et donc je suis resté au Niger. Après du Niger, beaucoup de sociétés m'ont amené à travailler en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Tchad. Mais je suis toujours resté à Niamey. Des boulots en photo toujours? Toujours. Je ne vis que de la photographie, exclusivement de la photographie, depuis 60 ans. D'accord. Le Niger, à cette époque-là, ça devait être complètement différent. Déjà, j'imagine qu'on pouvait sortir de Niamey facilement, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tendu. On se fait taper sur les doigts par l'ambassade. Le Niger est un pays majestueux. La richesse culturelle, tant de par les paysages que par la culture. Les gens sont extrêmement généreux, chaleureux, etc. Oui, aujourd'hui, malheureusement et tristement, c'est extrêmement difficile de se déplacer pour aller visiter, que ce soit le massif de l'Aïr, le désert du Ténéré, le plateau du Djado, ou ne serait-ce que même le parc national du W, qui est à 150 km au sud-ouest de Niamey, qui est, paraît-il, infesté de djihadistes aujourd'hui. On a eu en 2019 le dramatique assassinat de 7 jeunes personnes françaises qui s'étaient déplacées pour aller voir les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, j'en ai entendu parler. Tu te déplaçais en 4x4, j'imagine. C'était la liberté, non, à cette époque-là? Bon, à l'époque, on va dire dans les années 80-90, là où je suis, là où je te reçois, je faisais le plein de ma voiture. Je disais à ma femme, t'es disponible, on part 3 semaines. J'embarquais ou j'embarquais pas mes chiens et on partait le pied la route, comme Saint-Pierre prenait sa trompette pour partir au paradis. On n'avait aucune contrainte. Top. T'as fait des belles rencontres à l'époque, il y en a dans ton livre. Alors ton livre, on va en parler tout de suite, un majestueux Niger, donc t'as déjà évoqué le fait avant que ce soit un pays majestueux, donc j'imagine c'est là que tu tires le nom du bouquin. C'est les photos qui sont dedans, elles remontent à quand? T'as toutes les périodes ou c'est récent? Il y a des photos dans mon livre qui ont 20 ans, donc Majestueux Niger est sorti des presses en août 2019. Alors il y a des photos qui étaient, pour moi, c'était impensable de ne pas les publier, qui ont plus de 20 ans, jusqu'à mes dernières photos qui datent de 2020. D'accord. T'as des anecdotes sympas sur les photos, sur le Niger?
Bon, tu sais, chaque fois que je me déplace, quels que soient les coins de brousse, j'ai toujours eu la chance de tomber sur des gens, des autochtones, qui m'ont fait découvrir des choses extraordinaires. Bon, concernant le désert particulièrement, j'ai appris à lire dans le sable. Sans boussole, sans GPS, je pouvais me diriger là où je souhaitais aller parce qu'on m'avait appris la lecture des traces, la lecture du sable. C'est les savoir-faire qui se perdent un peu, ça. Ah ben oui, aujourd'hui les gens parcourent ces régions avec des gros 4x4, des bolides. Et bon, évidemment, ils ont le GPS, ils ont le téléphone satellite, le Turaya, enfin, etc. Bon, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Ouais, j'imagine, mais c'est pas le même charme. Ah oui. Non, la première fois que j'ai quitté Niamey pour rejoindre Iférouane, à l'époque, c'était en, je crois, fin 1968. Et il fallait 4 jours de Land Rover pour rejoindre à travers les Kauris, qui sont les Oued. En Algérie, au nord, on appelle ça des Oued, ici on appelle ça des Kauris. À travers les Kauris, à sillonner à travers les massifs montagneux pour arriver à l'oasis, à la palmeraie d'Iférouane. 4 jours. Et à cette époque, il y avait, dès qu'on quittait Agadez, il y avait des groupes d'autruches, il y avait des hordes de gazelles d'orca, la petite gazelle. Il y avait des phacochères, et des pintades, des porcs-épics, des singes. Aujourd'hui, malheureusement je ne suis pas allé le voir, mais théoriquement, dans la faille du Tiamgak, au cœur du massif de l'Aïr, doivent toujours exister une population de cynocéphales, de babouins. D'accord. Et c'est à peu près tout ce qui reste au niveau de la faune ? Ah ben, il faut dire que la modernisation des véhicules et le développement des voitures, la recherche pétrolière, la recherche minière, etc., ça a amené beaucoup de gens sur le terrain. Et aussi, il ne faut pas oublier de dire surtout les corps habillés, tous les corps habillés qui avaient la gâchette facile. Donc ça a été un massacre des autruches aujourd'hui qui étaient dont le massif de l'Aïr était leur dernier bastion. Elles ont totalement disparu. La petite gazelle d'orca, elle a totalement disparu. Le mouflon à manchette, lui, encore arrive à survivre dans quelques coins du massif, parce que Dieu merci, dans ce massif, il y a ce qu'on appelle des geltas ou des ingelman, où les animaux ont encore de l'eau. Mais ces derniers mois, entre janvier et février, j'ai reçu des images de gens venus de la Libye dans des coins comme le plateau du Jadot, où ça a été des massacres. Des Toyota 4x4 chargés avec 80 ou 100 cadavres de gazelles d'orca. La gazelle d'Ama, la gazelle blanche, qui est le symbole de l'équipe nationale du football de Niger, le MENA national, pareil, a été massacré. Des mouflons à manchette ont été massacrés. Bon, alors le Niger est un pays extrêmement vaste, certes. Les autorités, je ne dis pas qu'elles manquent de volonté, mais quand même c'est insupportable de voir tout ça. Bon, je parlais du parc du W aujourd'hui qui serait infesté par les djihadistes. Le parc est complètement cannibalisé par des braconniers qui profitent de l'absence de tout service de l'État pour aller abattre des éléphants, abattre les grands antilopes, etc., plus les djihadistes qui ne doivent pas se priver de manger de la viande, peut-être même des cochons. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, rappelons qu'ils sont musulmans, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Enfin, leur islam est bien controversé parce que l'islam est une religion, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour, c'est une religion de comment dirais-je, de compassion, d'amour d'une manière. Et là, comment ces gens viennent tuer, massacrer des populations civiles dans des villages, violer femmes et enfants, c'est insupportable. Ouais, puis il n'y a pas vraiment de logique spirituelle là-dedans. Enfin bref. Ton fait le plus marquant au Niger, ton souvenir le plus marquant sur tous tes voyages en tant que photographe? Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Bon, alors. Ce que je veux dire, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai été le premier photographe sur le crash du DC-10 du TA dans le désert du Ténéré en septembre 1989.
Bon, ça a été une expérience terrible. Hein. Bon, voilà, après, Dieu merci, en dehors de ces événements dramatiques, ça a toujours été beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, les populations, les gens sont intéressés. Enfin bon, évidemment, à charge de les saluer, à charge de discuter avec eux, à charge de partager des instants de leur vie, etc. Bon, les gens sont d'une manière générale extrêmement accueillants. Ok. T'as pu vivre des expériences qui doivent être impossibles à vivre aujourd'hui, j'imagine. Enfin, je parle de rencontres notamment, parce que moi, par exemple, en tant que photographe, ce qui m'intéresse le plus, c'est les rencontres. Et je sais que dans le nord du Bénin, on arrive encore à voir des choses assez exceptionnelles, mais ça devient vraiment très rare. J'imagine que t'as dû vivre des trucs de dingue. Bon, tu sais, moi, le Niger, je l'ai traversé à pied, à cheval. Oh bah déjà ça, c'est dingue. À pied, à cheval, à dos de dromadaire, en voiture, en ULM. Il y a eu... c'est vrai que c'était une période où je suis allé dans des coins où aujourd'hui c'est impossible d'y aller. Il y a un truc qui m'intéresse, mais ça peut faire... je pense que ça va te faire sourire, mais c'est le festival de Cure-Salé, si je le prononce correctement. Je pense que c'est devenu un petit peu folklorique, vu que c'est devenu un festival. T'as déjà été voir ce genre de festivités Alors, il faut parler de deux choses. Traditionnellement, il y avait ce qu'on appelait la fête de la cure salée, qui était pour les Wodabé, pour les Peuls Wodabé, qui était le guéréol. Le guéréol, c'était une rencontre des groupements, parce que chez les Peuls, chez ces Peuls-là, je crois qu'il y a environ pratiquement plus de 100 ou presque 200 ethnies dans ce groupement de Peuls différents, des groupements. Donc traditionnellement, chaque saison des pluies, ces Peuls se retrouvaient pour faire ce qu'on a appelé les gens, enfin c'est peut-être les Blancs qui ont appelé ça la cure salée, mais en fait c'est le guéréol. Donc ces familles Peuls se retrouvaient, elles ne s'étaient pas vues, elles avaient passé les mois de l'année en transhumance à la recherche de pâturage, à se déplacer, etc. Et elles se retrouvaient dans ces terres, dans la région de Ingal Tegidam Tessoum. Tegidam Tessoum, ce sont des mines de sel qui existent depuis le XVe siècle, mais c'est surtout cette région où ces pâturages sont extrêmement riches, avec une salinité importante qui permettait aux troupeaux vraiment une grande régénération. Et les familles Wodabé, à ce moment-là, organisaient des fêtes. C'était des chants, c'était des danses, c'était des parures, c'était des costumes. Je dois dire une précision, c'est que les Wodabé, quand ils chantent avec un chœur de 5 voix. C'est-à-dire qu'il y a, bon, je ne suis pas un musicien, mais c'est quand même très très émouvant. Et vraiment le vrai guéréol où les hommes sont tout habillés, parés de blanc, avec des plumes d'autruche, des maquillages, etc. Et où les femmes viennent défiler devant pour trouver le garçon qui leur conviendrait pour passer le reste de leur vie. Chez les Wodabé, il y a aussi, en dehors de la chanson, il y a aussi des danses très spécifiques, donc une danse qui s'appelle le yaké. Le yaké, ce sont les hommes qui se distinguent avec des grimaces, avec des yeux qui se tournent, avec des paupières qui se tournent. Enfin, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, pour revenir à ce qui se passe, la cure salée, c'est devenu une fête politique. Alors déjà, à l'origine, dans les premiers temps, c'était du temps de Duré-Mani. C'était du temps de Duré... On coupe ? Non, c'est bon, il ne me dérange pas. Ah, d'accord. C'est la campagne. Du temps de Duré-Mani, on organisait ces fêtes de la cure salée pour des personnalités politiques ou étrangères, etc. Et normalement, à l'origine, dans les premiers temps, ça permettait aux services vétérinaires compte tenu des regroupements, de venir vacciner aux services vétérinaires, mais aussi de santé, de venir vacciner les animaux et de soigner les gens. Mais bon, maintenant c'est devenu très politique. Il y a comment dirais-je,
une scène qui a été mise en place à Ingal, il y a des hangars, c'est les banderoles des compagnies de télécom, c'est des banderoles pour les banques, etc. Donc toi, photographe, si tu veux faire une photo un peu sympa d'un groupe en train de danser, c'est un peu compliqué parce qu'en arrière-plan, tu as des hangars, tu as des affiches, c'est mon etc. délire là. Voilà. Aujourd'hui, la Cure-Salée reste quand même une fête intéressante à être visitée par des étrangers, hein. Voilà, mais bon, c'est très politisé, quoi. C'est très politisé. C'est le gouverneur. C'est voilà. Bon, alors il y a aussi les gens de la région d'Agadez qui viennent danser leur fameux bianou. C'est aussi très très beau. Enfin, de toute façon, tout ce qui est traditionnel au niveau chant, costume, etc. Ça reste les chevaux, les dromadaires harnachés, etc. Ça reste magique à voir. C'est une fête exceptionnelle. Mais bon, il y a un côté très politique. Bon, et puis les problèmes d'insécurité font que bon, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut se déplacer avec une escorte. Il faut être voilà, c'est un peu compliqué. Sinon, se tient depuis quelques années le festival de l'Aïr à Iférouane. Ça aussi, c'est une fête exceptionnelle. C'est une fête exceptionnelle où toutes les tribus touaregs du massif de l'Aïr et de l'Ouest se retrouvent et c'est une rencontre complètement exceptionnelle. Donc, il faut noter aussi le festival de l'Aïr. Après, il y a régulièrement, il y a les fêtes tournantes du 18 décembre dans les régions où l'État organise par région la fête tournante du 18 décembre qui est la proclamation de l'indépendance. Alors il y a des fêtes, bon, il y a des défilés militaires, il y a, etc. Mais il y a encore, au niveau tradition, c'est encore très bien représenté. Très bien représenté. Le dernier festival s'est tenu à Difa, et où il y avait, là-bas c'est la région, c'est le Manga. Les gens, c'était les cavaliers. Bon, évidemment, il y avait aussi les dromadaires, puisque c'est une région qui est partagée entre les Kanouris, les Toubous et les Arabes. Alors, toutes ces fêtes où on peut voir toutes ces festivités traditionnelles, c'est du folklore qui est vécu uniquement pour ce moment-là, ou non, ça fait encore partie de la vie des gens au Niger? Bon, ce folklore, comme tu dis, ces fêtes sont spécifiquement pratiquées le jour, parce que c'est la fête de la République, parce que c'est la Cure-Salée, parce que le festival de l'Aïr, etc. Populaire, bon, les gens, ils sont invités par les autorités à venir représenter leur région avec leurs coutumes et leurs traditions. Bon, maintenant, populaire, mais ça se fait encore. Tu vois, par exemple, au Bénin, le vaudou, c'est quelque chose qui est pratiqué au quotidien par les adeptes. Et c'est pas que du folklore quand il y a une festivité, comme le 10 janvier, par exemple, si tu connais. Oui, je connais le vaudou au Bénin, puisque j'avais l'occasion de faire plusieurs séjours là-bas. Et effectivement, les traditions, ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour le Niger, c'est que les gens ont tendance, c'est peut-être la pression de la religion qui aujourd'hui met en sommeil toutes ces traditions et c'est bien regrettable. Ouais, parce que la religion ici elle est forte, alors qu'au Bénin le vaudou prend toujours le dessus. En tout cas c'est l'impression que ça donne. Oui, enfin le vaudou, disons que dans le Nord Bénin, je pense que malheureusement la pression religieuse fait que les traditions pour le Nord Bénin disparaissent un petit peu. Ouais, je parlais Sud Bénin surtout. C'est vrai que dans le Nord, c'est beaucoup plus religieux, traditionnel, enfin religion islamique traditionnelle. Mais ils pratiquent pas le vaudou d'ailleurs dans le Nord, c'est que le Sud. On avait déjà un petit peu parlé de ton livre tout à l'heure. Tu en as fait plusieurs. Niamey 360 degrés, livre de photographie aérienne. Tu l'as sorti en quelle année celui-là ? Il a été édité en 2010. Bon, c'était un projet que j'avais dans la tête. Bon, le drame, Julien, c'est que quand tu passes ton temps sur le terrain à faire des prises de vue, et après faire un bouquin, il faut se planquer, il faut s'enfermer, il faut s'éloigner de beaucoup de choses pour se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, quoi. Bon, je crois que ça, tu le sais. Ouais, j'ai vécu aussi. Donc, c'est un livre qui est sorti en décembre 2010.
Voilà, il a été édité à 1500 exemplaires. Il a été entièrement vendu, il doit m'en rester 2 ou 3 exemplaires ici à Niamey. Tu l'as fait éditer par un éditeur ou auto-édition? Non, c'est auto-édition. Tous mes livres sont en auto-édition. Bon, j'ai participé à d'autres livres. J'ai fait un livre qui a été édité, c'était en Côte d'Ivoire en 1990-95. J'ai participé à d'autres ouvrages en tant que photographe, puisqu'à l'époque, il y avait une agence à Paris qui s'appelait l'agence Oaki. Et donc, c'était un collectif de photographes. On a fait un livre sur le Sahara qui s'appelle Sahara Planète Bleue. Je peux te le montrer. Mon livre sur la Côte d'Ivoire, c'est un livre très particulier qu'on a appelé Côte d'Ivoire Contraste, parce que la Côte d'Ivoire est une terre de contraste. Niamey à 360, bon, c'est des vieilles archives photos aériennes et mes dernières photos qui avaient été faites jusqu'en 2009, qui ont permis de faire des comparaisons de quartiers entre le quartier tel qu'il était en 1970 et en 2009. Voilà. Donc on a voulu montrer ça. Et surtout, je voudrais saluer ici la mémoire du professeur Amidou, qui m'a fait toute l'histoire de la création de la ville de Niamey. Voilà, je salue sa mémoire, paix à son âme. Ouais, ça devait être intéressant. Ce livre, il m'intéresse particulièrement, moi qui ai fait un livre de photos aériennes sur le Bénin, mais au drone. Alors, je vais pas jusqu'à aller dire que c'était facile parce que il y avait des contraintes aussi, mais j'imagine que en 2010, c'était pas au drone. Du coup, tu as dû prendre des avions. Il y a ce qu'il faut à Niamey pour voler. Ça devait être compliqué, non? C'est-à-dire que compte tenu, bon déjà, je suis un peu connu au Niger, compte tenu que ça fait un peu d'années que je suis au Niger. J'avais fait une convention avec l'armée de l'air du Niger. Donc l'armée de l'air du Niger avait reçu des ULM Tetra pour la formation de leurs pilotes, qui était une dotation de la France dans un cadre qui s'appelait Aviation d'observation légère. Voilà, donc AOL. Et donc ces ULM Tetra qui prennent 2 personnes, un pilote et un copilote, ou un pilote et un passager, ont des caractéristiques techniques qui permettent des posées ou des décollages de terrain très précaires. Et donc, quand j'ai su que l'armée de l'air détenait ces machines, j'ai pris contact avec eux et j'ai eu un accueil très, très enthousiaste. Et je me suis d'abord attaché à les amener à découvrir leur propre pays, parce que l'armée de l'air, ils faisaient des formations, mais ils restaient que sur des zones Niamey, intramuraux pratiquement, enfin Niamey, Namaro, etc. Donc je leur ai monté plusieurs missions, et je leur ai fait l'assistance pendant ces missions, et à ces occasions, ils m'ont donné des heures de vol. Et quand on a voulu mettre en route le livre Niamey à 360 degrés, le commandant de la base aérienne, jeune colonel, m'a dit « Maurice, je marche avec toi ». Et donc on avait fait une convention, 50 heures de vol échangées contre un portfolio que j'ai fait sur l'armée de l'air qui a été inséré dans le livre. D'accord. Il a été reçu comment, le livre, par la population nigérienne? Parce que découvrir son pays du ciel, c'est pas toujours commun. Écoute, la population nigérienne, 98% de la population nigérienne, c'est des gens qui sont dans la brousse. Donc les 2% qui restent, c'est surtout des gens de passage, les gens de l'armée bien sûr qui ont eu des bouquins, mais bon, le grand public nigérien n'est même pas informé que Maurice Ascani existe au Niger, sauf à une époque où je faisais beaucoup de cartes postales et de cartes de vœux signées de mon nom, et où les gens venaient acheter la carte postale ou la carte de vœux pour écrire à leur petite copine. Donc ça, c'est ce qui a fait ma publicité, en fait. Donc le livre Niamey à 360 degrés, c'est pas un livre comme aujourd'hui majestueux, c'est pas un livre qui a été très très connu par les Nigériens. Voilà. Il est disponible. Alors, Niamey 360 degrés, t'en as encore ou... Non, il doit m'en rester... Ouais, tu disais qu'il t'en restait juste 3-4. Il doit m'en rester 5 exemplaires. Alors, Majestueux à Niger, tu nous parles de ce bouquin? Oui. On va trouver quoi dedans? Majestueux Niger, c'est tout le Niger.
C'est tout le Niger. J'ai commencé mon livre, d'abord c'était compliqué. Il faut toujours avoir, quand tu veux démarrer un bouquin, tu le sais, il faut toujours avoir un fil conducteur. Par où tu vas le démarrer? Le Niger, c'est un pays qui fait 1 267 000 km², immense. 3/4 désertique, une part du Sahel et un peu de zone sahélienne, soudanienne dans le sud. Finalement, j'ai décidé de le commencer par l'extrême nord-est, c'est-à-dire le plateau du Mangani, le plateau du Djado, jusqu'à descendre en essayant de ne pas oublier les régions du Niger et de rejoindre le fleuve Niger où j'ai terminé mon livre sur un peu la faune, le fleuve particulièrement, Issa, qui est la colonne vertébrale de la ville de Niamey, qui donne de l'eau aux populations, avec les derniers éléphants, les derniers hippopotames, les lions, etc. Ok. Et celui-là, il est disponible encore? Il en reste une centaine d'exemplaires. On le trouve où? Alors on peut le trouver à ma boutique Presse Photoguida, qui est au cœur de Niamey, pas loin du magasin Score Haddad Khalil ou de la pâtisserie Amandine. Sinon, il est disponible au Radisson, à l'hôtel Radisson Blu. Il est disponible dans certaines boutiques des stations Total Bonjour. Voilà. Et en France, c'est possible? Alors en France, il y a un stock qui est en France et via Internet, les gens qui me l'ont demandé, avec un Colissimo qui coûte très cher d'ailleurs. Le Colissimo, ça coûte m'en parle pas. 15 €. Comme le livre, soit la Poste te donne un emballage particulier, soit c'est toi qui fais un colis en le protégeant pour pas qu'il arrive cabossé au client, quoi. Ok. Donc via le site web, j'imagine, on peut passer commande pour ceux qui sont intéressés. Ah ouais, absolument. Hein. Absolument. Donc 54 € au Niger, et puis tu nous ponds ton dernier livre, Majestueuse Casamance. Quand t'es arrivé au Sénégal? C'est pas à côté en plus? Alors le Sénégal, j'y vais depuis 1970 toujours, et en Casamance particulièrement depuis 1978 où j'ai de très bons amis casamançais. Bon, j'ai eu la chance d'avoir été initié dans un village de Casamance et j'ai des relations extrêmement fortes avec cette culture diola. Donc mes amis diola, mes amis français nés au Sénégal qui travaillent en Casamance depuis la nuit des temps. Bon, le Sénégal, au départ, quand j'ai commencé à travailler au Sénégal, j'ai travaillé au Sénégal pour des photos pour des sociétés. Et après, j'ai commencé à faire une série de cartes postales. Et rapidement, les cartes postales qui existaient à l'époque au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme au Niger, c'était des cartes postales, l'Afrique en couleur, enfin, il n'y avait rien de très ciblé, de rien précis. Donc quand j'ai commencé à faire mes cartes postales au Sénégal, très vite, j'ai réussi à prendre le marché. Voilà. Donc j'avais un distributeur là-bas avec qui tout se passait bien jusque dans les années 2015 où il a confondu recettes et bénéfices et il a arrêté de me payer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne fais plus aucune carte postale. D'ailleurs je ne fais plus de carte postale nulle part puisque malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, la carte postale reste quand même un produit extrêmement... c'est un produit qui permet vraiment la découverte des pays. Et quelqu'un qui poste une carte postale avec une vue de la ville de Niamey à Paris ou à New York, c'est autre chose que d'envoyer un SMS, un texto ou un WhatsApp avec une photo que les gens auraient fait. Bon, c'est notre émotion, c'est quelque chose de différent. Donc, pour revenir au Sénégal, donc à partir de la carte postale et de mes photographies, plus mes travaux avec des sociétés sur place, mes amis de Casamance me disaient « Mais quand est-ce que tu nous fais un bouquin? Quand est-ce que tu nous fais un bouquin ?» Donc le livre que je viens de terminer, qui vient d'être imprimé à Dakar, les premiers exemplaires vendus au mois de décembre 2021, actuellement vendus dans les librairies de Dakar et dans les hôtels, j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Ben bon, là, il a été fait maintenant. Parce que, avec le Covid, etc., je me suis retrouvé, je me suis enfermé. Je suis allé d'ailleurs au Sénégal, où j'ai eu des amis que je remercie à nouveau ici,
qui m'ont prêté maison, voiture, villa, etc., ordinateur, enfin, etc. Et j'ai pu pendant 5 mois travailler d'une manière extraordinaire. Ouais, il y a des endroits qui sont pires, je pense, pour travailler que la Casamance. Oui, non, mais c'est le problème, Julien, si tu veux, c'est que moi, mon problème, c'est que j'ai 54 ans du Niger. Uniquement mes photos, mes diapositives argentiques, etc., j'en ai des étagères et des meubles complets. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si demain je casse ma pipe ou qu'on vient me mettre un coup sur la tête, qui c'est qui va gérer tout ça? Alors j'ai essayé de m'approcher un peu des ministères de la culture, enfin, etc., pour qu'on me trouve un peu d'argent, pour qu'on puisse essayer de, peut-être au niveau des archives nationales, etc. Mais qui va gérer ça? Il n'y a aucun programme, j'imagine, au Niger Non. À ma connaissance, aujourd'hui, non. Parce qu'en France, il me semble que les photographes, ils peuvent léguer leurs archives, en fait. C'est une chose que je suis en train de voir avec la Bibliothèque nationale. Ouais, c'est intéressant. Mais il me semble, moi, qu'il y a un programme en France où on peut léguer ses archives et elles sont conservées pour la mémoire et l'histoire, en fait. Bah écoute, je vais voir, c'est une de mes préoccupations. Après, tout ce qui est numérique, le numérique, c'est des disques durs. Bon, tant qu'on peut les connecter et qu'on peut encore les utiliser pour l'instant, voilà. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'erreur que les gens font. Voilà. L'exemple récent qui ne fonctionne plus, c'est CD-ROM. Hein. Tous ceux qui ont des photos sur CD-ROM. C'est mort. Il n'y en a plus dans les ordinateurs. C'est mort. Exact. Faut penser à renouveler les supports aussi de temps en temps. Alors donc il n'y a pas de programme de mémoire et de conservation au Niger. C'est pour quelle raison? Manque d'argent, manque de volonté, ou ils en ont rien à faire? Julien, je peux pas te répondre là-dessus. Je pense que, moi je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça fait 54 ans que je travaille ici. Bon, d'une manière générale, mon nom est connu, même si les gens ne me connaissent pas tous. Enfin, au plus haut sommet d'État, tous les gens me connaissent. En dehors d'avoir été le photographe de plusieurs présidents de la République du Niger, qui sont toujours venus se faire photographier dans mon studio, pratiquement, je n'ai jamais eu la visite d'un ministre de la Culture pour venir me rencontrer et me dire « Monsieur Ascani, c'est vous? Ah, très bien, bon, écoutez, voilà, on est en train de penser que peut-être on pourrait vous faire un truc, etc. » Non, jamais, voilà. Et on est le 21 mai 2022. Ok. Ça m'amène à une autre question. Quel est le rapport à la photographie au Niger? Comment est vue la photographie par... Donc tu me disais, la majorité des Nigériens vivent en brousse, mais les habitants de Niamey qui consomment un petit peu d'art, quel rapport ils ont avec la photographie? D'une manière générale, même les gens de la brousse adorent la photographie. Actuellement, là, je suis en train de numériser de très vieilles cartes postales qui datent de 1913-1915, que j'ai moi personnellement achetées, pour faire des archives de ces périodes-là, qui sont des cartes postales éditées par... j'ai une carte postale, par exemple, qui a été éditée par la Compagnie saharienne du Haut-Gard. Ok. La Compagnie saharienne du Haut-Gard, c'était probablement à l'époque les bus qui faisaient la traversée du désert, tu vois, Après, il y a des trucs... non, je pense, alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et surtout... les WhatsApp, les TikTok, les Facebook, beaucoup de jeunes utilisent des photographies et les partagent avec leur téléphone. Voilà. Ouais, cet usage-là, oui, je le vois. Mais si tu fais une expo, tu vends, par exemple, là, au Niger? Ou non, les gens n'arrivent pas encore à... La dernière expo que j'ai faite au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, j'ai pas mal vendu, mais bon, ça a été des particuliers aisés, ça a été des sociétés, voilà. D'accord. Et donc tu disais que tu as acheté des cartes postales. En fait, il y a un programme d'archivage au Niger, c'est juste qu'il y a un malentendu, en fait, c'est toi qui dois le faire. Je sais pas. Je sais que à l'époque,
je faisais un dépôt légal aux archives nationales du Niger de toutes mes éditions, bouquins, cartes postales, etc. Voilà, mais j'ai pas de suivi, j'ai pas de retour. Je sais pas si ça existe toujours, je sais pas c'est où. D'accord. Le même système un peu qu'avec la Bibliothèque nationale de France, avec la BNF? Je sais pas. La BNF, ça marche, puisque moi, tous mes bouquins ont été déposés en dépôt légal à la BNF. Voilà. T'as un ISBN dessus? Oui, oui. Oui. Ouais, mais c'est bien, c'est de la mémoire sauvegardée. Tous mes livres ont un ISBN. Top, c'est la mémoire sauvegardée, l'ISBN. Pour les photographes qui veulent auto-éditer. Ils ont même un code barre. Pour les photographes qui veulent faire un livre édité ou auto-édité, l'ISBN, c'est un numéro qui est distribué par la BNF et qui permet, entre autres, l'archivage du livre à la BNF. Donc, il faut envoyer 2 exemplaires et c'est ce qui est fait. C'est quelque chose qui reste après. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Mais écoute, Maurice, je te remercie pour cette interview. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour conclure cet épisode du podcast? Bah, écoute, un dernier mot. Je dirais que l'Afrique est le continent de ce 3e millénaire. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est un pays magique. Je souhaiterais que ce continent vive dans la paix et que les populations aient moins à souffrir, que les ressources tirées des sous-sols de tous les pays africains permettent aux populations de vivre dans de meilleures conditions. Merci Maurice, au revoir. Julien Girard, merci beaucoup à toi d'être venu te déplacer et me faire cette interview. À bientôt, au revoir tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.